Qu'est-ce qu'un zèbre? C'est quoi le haut potentiel, l'hypersensibilité? Comment gérer un projet de reconversion quand on est haut potentiel? Eh bien, j'ai posé toutes ces questions à Monique, docteur en neurosciences mais également coach certifié, praticienne mindfulness. Monique a découvert qu'elle était zèbre, comme elle dit, et depuis, elle accompagne les personnes, les zèbres, qui sont en recherche de plus de sens, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Bienvenue sur cette émission autour des sujets de la reconversion enseignante. Je suis Marie Descols, j'ai fondé lesprofentrepreneurs.com et le podcast du même nom, mais également j'anime le groupe de la reconversion enseignante sur Facebook et j'accompagne les enseignants qui sont en transition vers les métiers du web. Monique, toi tu as choisi le terme de zèbre pour qualifier les personnes que tu accompagnes. Peux-tu nous en dire plus sur ce mot? Et finalement, est-ce que c'est la même chose, tous ces mots que l'on entend, haut potentiel, atypique, neuroatypique, hypersensible, finalement, de quoi parle-t-on? Déjà, le terme zèbre, c'est Jeanne Siofachin qui l'a inventé et je l'aime bien personnellement parce que c'est justement un animal qui passe inaperçu, qui sait se dissimuler et qui a un comportement un peu particulier. Donc, j'aime bien pour le côté sourire l'utiliser. Après, HP, HPI, phylocognitif, atypique, on parle de fonctionnement cognitif atypique, donc non classique. Et pour chacun, se recoupe un peu ce qu'on appelle le neuroatypique. Ça regroupe encore plus de choses. Mais voilà, pour les HP zèbres, là, on est sur la même dimension. Il y a beaucoup de zèbres qui sont hypersensibles, mais ce n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est au potentiel, et ce n'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on est nécessairement hypersensible. C'est comme l'hyperesthésie, certains vont être très sensibles à certains stimuli, mais pas tous et pas de la même manière. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non et ça, ce n'est pas une relation de cause à effet ou de. Voilà, on peut être zèbre et hypersensible, mais on peut être hypersensible sans être zèbre et être zèbre sans être hypersensible. Monique, comment as-tu découvert ton fonctionnement atypique, ta douance? Totalement par hasard. J'ai toujours eu l'impression de ne pas rentrer dans les cases tout en ne comprenant pas pourquoi. Et c'est un jour, complètement par hasard, en étant dans une boutique, que j'ai regardé discrètement la jaquette d'un livre qui était le petit manuel à l'usage des gens intelligents qui ne se croient pas très doués de Béatrice de Millettre. Et là, je me suis dit, mais de quoi elle parle là? C'est gens bizarres, mais je me retrouve là-dedans. J'ai acheté le bouquin, je l'ai lu, puis j'en ai lu d'autres. Et voilà, ça m'a trotté dans l'esprit pendant un petit moment, et puis j'ai laissé tomber jusqu'au jour où je me suis dit, là, il faut que tu saches. Et je suis allée passer le test WAIS 4. Mais voilà, c'était complètement par hasard et très tardivement. Mais ça a mis en lumière pas mal de choses que j'avais pu vivre auparavant. Comment savoir si on est atypique ou haut potentiel? Le test officiel, c'est le WAIS 4 qu'on passe avec des psys, des thérapeutes qui connaissent bien le sujet. Ça, c'est hyper important parce qu'on va mesurer, certes, le quotient intellectuel, mais à travers différentes choses. Et on va aussi regarder comment la personne répond aux questions. Je te donne un exemple. On me posait une question dans le cadre du test et j'avais le nom sur le bout de la langue et je dis à la dame, non mais bon, continuez, je vais laisser tourner le petit vélo en back-off et ça va venir tout seul. Elle a éclaté de rire, elle m'a dit, ah bah tiens, c'est bien une caractéristique de zèbre. Il y a la manière dont on répond, il y a le fait qu'on peut être homogène ou hétérogène, un profil complexe ou laminaire. Donc laminaire, tout va être à haut niveau. Complexe, on peut avoir des particularités spécifiquement dans une case particulière. On peut être très bon en langage verbal et puis moins bon en géométrie, par exemple, en visualisation 3D. Donc, voilà, comment on peut le savoir? C'est en passant ce test, et là, on peut en être certain. Après, comment on peut s'en douter? Il y a pas mal de points qui font que ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Je crois que déjà, le sentiment de décalage, je l'ai retrouvé chez plein de zèbres, pour ne pas dire tous. Et tous les gens que j'ai interviewés, c'était ça, quoi, se retrouver en décalage
souvent avec une rapidité à comprendre les choses, hein, une intuition aussi assez performante et justement des solutions qui arrivent vite, mais qu'on n'est pas capable d'expliquer derrière parce qu'on n'a pas cette logique. Voilà, on spot plein de points et puis ça fait plop et voilà, c'est Eureka dans sa baignoire. Le fait d'avoir le petit vélo qui tourne tout le temps, quoi, qui ne s'arrête pas, le hamster dans sa roue qui pédale, et on n'arrive pas à calmer ça. Quand on fonctionne comme ça, on peut se dire que peut-être ça serait bon de se pencher au moins sur des lectures si on a envie de savoir. Les hauts potentiels sont-ils plus sujets au burn-out que les autres? Moi, je dirais oui. Je n'ai pas d'études scientifiques en tête, mais je dirais oui pour la raison justement que leur petit vélo ne s'arrête jamais de tourner, pour le fait que aussi ils ont tendance à prendre des choses, à faire des choses jusqu'au moment où ils s'écroulent. Je crois que c'est aussi Jeanne Siofachin qui avait eu cette image de dire qu'un zèbre, en fait, c'est comme un dromadaire. Tu lui mets 100 kilos sur le dos, il continue à trotter, mais tu lui rajoutes 1 kilo et là, il s'écroule. Dire qu'on va tellement en faire parce qu'il y a différentes choses. Si on est motivé pour faire les choses, on va arriver à se booster, à se motiver jusqu'au moment où on s'écrase et on fait un burn-out. J'ai rencontré ça chez pas mal de zèbres aussi. Et parfois, c'est même ce qui a déclenché l'idée qu'ils pouvaient être zèbres. De se retrouver à se poser des questions et de se dire est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je fais bien ce qui me correspond à cause d'un burn-out. Est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que les zèbres connaissent bien? Oh que oui, oh que oui. Oui, oui, parce qu'on l'appelle aussi syndrome de l'autodidacte, comme tu sais, et c'est vrai que les zèbres, très souvent, alors à aucun moment je veux faire de généralité, hein, mais il ne faut pas que ce soit une étiquette, une autre case dans laquelle on fait rentrer les gens, mais c'est tout à fait le cas, oui. J'ai appris à faire avec, j'ai appris à remettre certaines choses à leur place, et voilà, mais c'est pas rare qu'on me dise, mais oh, et oh, là, qu'est-ce que tu nous fais? Enfin, tu es tout à fait capable d'eux. Ou, voilà, donc oui, et ça n'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Donc là, pour en sortir, il va falloir revenir sur ses valeurs, sur qui on est et comprendre son fonctionnement, bien évidemment. On trouve aussi le syndrome du faux self aussi, où on va se construire une carapace, on va se construire un déguisement de ce qu'on pense que les autres veulent de nous ou attendent de nous jusqu'au jour où ça explose. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va être une parfaite mère au foyer, et puis voilà, très heureuse d'être où elle est avec ses enfants, elle cuisine pour les amis, etc. Et du jour au lendemain, elle fait un burn-out, et là, ça lui saute à la figure, elle ne peut pas continuer comme ça, parce que ça n'a jamais été elle, quoi. Et donc, il faut détricoter ce faux self et vraiment revenir à ses valeurs. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Qu'est-ce qui fait sens pour se retrouver tel qu'on est vraiment, en fait? Comment faire face à tous les challenges que l'on peut rencontrer en tant que haut potentiel pour faire de notre différence une force, même si on se sent plus vulnérable que les autres? Une force, déjà, il faut être convaincu que ça peut en être une. C'est la première chose. Si on traîne ça comme une casserole rouillée, on n'arrivera pas. À un moment, il va falloir se poser, il va falloir faire le bilan de qui on est vraiment, de quelles sont nos forces, quelles sont nos fragilités, quels sont nos talents, qu'est-ce qu'on met en avant, savoir aussi reconnaître ses valeurs et pas seulement, ou sa valeur, pas seulement ce qui ne va pas. Et ça, c'est un peu une tendance de Zen de regarder plutôt ce qui ne va pas que ce qui va bien, s'habituer à tout ça, vraiment être pleinement soi-même et à partir de là, ben, définir, oui, reconnaître, j'ai telle et telle facilité, capacité, force, et puis l'assumer, en être soi-même convaincu et renforcer son estime de soi, renforcer sa confiance en soi, et puis accepter d'être comme on est et en faire soi-même une force pour soi-même. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est quand il y a des croyances qui viennent, des pensées limitantes, de se dire, par exemple, ah, mais je ne suis pas à la hauteur, et bien, formuler les choses à l'envers. En fait, tout consiste, que ce soit le coaching ou d'autres pratiques, à, à jouer sur la plasticité cérébrale. Quand tu t'es focalisé sur je ne vaux rien, tout va être connoté je ne vaux rien. Si après, tu apprends déjà à ne pas te juger de manière globale
ne pas passer du faire au être. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis quelqu'un de nul. Et bien faire cette différence, par exemple. Et puis, revenir au fait, être très pragmatique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans telle situation? Est-ce que ça veut dire pour autant que, enfin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment les gens ont réagi? Je te donne un exemple. Tu rentres dans une soirée et tu connais pas trop bien les gens et tu fais tomber ton verre, tu renverses ton cocktail sur la chemise du monsieur d'en face et donc tu es là, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais c'est pas possible, tu vas te cacher dans un trou de souris et quand tu évalues les choses de manière pragmatique, qu'est-ce que tu as fait? Tu as renversé un verre, c'est pas la fin du monde, la terre ne s'est pas écroulée, les gens autour on rigolait, on a un peu plaisanté pour te dire, ah bah quand même, voilà. Et puis c'est tout. Il y a quelqu'un qui t'a ramené un autre verre, on a essuyé et c'était terminé. Donc factuellement, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, comment tu interprètes ça? Est-ce que c'est ça qui fait que tu es nul, bon à rien, et tous ces qualificatifs très agréables qu'on peut se donner? Parce que notre cerveau a tendance à faire des raccourcis aussi. Donc, j'ai fait un truc pas bien, je fais le raccourci, je suis nul. Alors que justement, il faut lui apprendre petit à petit, pas à pas, à refaire une autre gymnastique. J'ai fait quelque chose de pas bien. Voilà, j'ai pas été très douée à ce moment-là. J'ai pas fait très attention. Mais c'est tout, ne pas tomber dans la généralisation en fait. Monique, comment arrêter de surréagir aux événements difficiles? Par exemple, des conflits avec des collègues, des injonctions mal vécues, etc. J'ai envie de dire là, il faut apprendre à gérer un peu ses émotions, à modérer les choses. C'est très difficile quand on a des émotions, quand on est hypersensible évidemment, de gérer ses émotions. Après, c'est aussi revenir au fait quelque part. J'aime bien faire le système de la balance. Voilà ce qui s'est passé, voilà dans quel état tu te mets. Enfin, le poids pour toi, c'est ça. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'émotionnel dedans? Donc, comment tu peux rééquilibrer les choses? Et pas se prendre la tête sur des... Alors, c'est difficile, je valide entièrement et je connais bien le problème, mais voilà, c'est réadapter son cerveau, réapprendre à son cerveau à fonctionner autrement. L'idée, c'est toujours de redevenir conscient de ce qui s'est passé, d'être conscient qu'on a un saboteur intérieur qui vient nous casser les pieds et nous dire ah, ça, c'est pas bien, t'aurais pas dû, et puis t'es nul, et puis ceci, et puis cela. Et ces saboteurs intérieurs, c'est pas mal vraiment de les personnifier, de les identifier au maximum, et puis de leur dire à un moment, ça y est, maintenant, je dois venir le truc, je vais encore m'en prendre plein figure, il va me dire que je suis pas bon, que ceci, cela. Non, c'est bon, tu t'en vas et tu vas jouer ailleurs, quoi. C'est un truc qui vient des TCC, hein, des thérapies comportementales et cognitives, en personnalisant ces saboteurs intérieurs qui peuvent venir en rajouter aussi. Puis comme l'esprit zèbre tourne en permanence, ben on va rajouter, on va en rajouter, on va en rajouter, et tu n'aurais pas dû, et tu es nul, et on va être dans les ruminations, et on ne s'en sort plus, quoi. C'est monsieur Caspier, Madame Pénible qui vient me parler encore et le plus on l'aura personnifié, plus on le verra facilement et plus on va être attentif et on le sentira venir. Et en tout cas, ça fonctionne très très bien parce que ça, on est en alerte et on va se rendre compte que ah, là, c'est ce problème qui est en train de venir m'embêter là. Est-ce qu'il y a des risques pour un haut potentiel qui se trouve dans un travail qui va à l'encontre de ses valeurs? Moi, personnellement, ça m'a amené à des actions extrêmes, c'est-à-dire de planter le job du jour au lendemain parce que c'était absolument intolérable. Je ne pouvais pas faire des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Donc, non, je ne pouvais pas et j'ai préféré m'en aller parce que ça n'allait pas. Donc, ça peut amener à ça. Ça peut amener à une perte de sens aussi parce que si on n'est plus en accord avec nos valeurs, on n'a plus le sens qu'il nous faut pour avancer. Donc là, il faut vraiment se poser la question, bien redéfinir ses valeurs, prioriser ses valeurs. Peut-être que au moment T, la première valeur, c'est qu'il faut s'en sortir d'un point de vue financier pour raison X, Y, et donc on n'a pas le choix, il va falloir rester dans ce job. Peut-être qu'à un autre moment,
Ce qui va primer, c'est que, voilà, je ne sais pas, on a 40 ans et on a envie de faire quelque chose qui a vraiment du sens et on préfère aller faire autre chose ailleurs. En fait, chacun a sa valeur principale. Il n'y a pas de loi et pas de jugement à émettre là-dessus. Mais il va falloir, ouais, retourner à ces valeurs, ça va être important pour les identifier, pour les prioriser et puis savoir ce qu'on décide derrière. Quand on ne peut pas changer, comment rendre sa vie professionnelle plus satisfaisante? Et en revenant à ces valeurs et en regardant, voilà, tu fais la liste de tes valeurs, celle-ci est satisfaite à 10%, celle-ci à 40%. Comment est-ce que tu peux augmenter le score et faire que cette valeur-là, elle va être mieux satisfaite en fait, pour réajuster là où il est nécessaire de réajuster, trouver des solutions pour se remotiver pour certaines choses ou pour trouver un sens différent dans ce qu'on fait et continuer à avancer. Est-ce que tu aurais une idée ou un conseil à nous donner quand on hésite entre améliorer sa situation professionnelle actuelle ou changer de voie? Et c'est l'affaire de chacun, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui se rencontrent justement avec le faux self, par exemple, qui un jour réalisent qu'ils sont complètement à côté de la plaque et que non, ça ne leur correspond pas du tout de faire ce boulot et qui vont avoir qu'une envie, c'est de faire autre chose, peut-être de développer une activité, peut-être d'aller chercher autre chose autre part, peut-être d'aller travailler à l'international, je ne sais pas. Euh, pour d'autres personnes, ça va être un autre cas de figure. C'est vraiment à chaque personne de savoir, j'ai envie de dire, à quel point je suis loin de mes valeurs. Quelles sont mes envies profondes? Est-ce que dans ce job, je satisfais certaines envies et à quel point est-ce que je peux modifier les choses pour que ce soit encore plus motivant, que ça ait encore plus de sens, que ce soit encore plus en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis suivre un peu, se faire confiance, suivre son feeling aussi et son envie, en faisant attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, dire tiens, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller bosser, je vais faire autre chose. Mais je crois qu'il y a un moment, on le sent, quoi. C'est plus pour nous, on peut plus, on peut pas se lever le matin, on n'avance pas. Euh, on le sent. Et à partir de ce moment-là, utiliser son intuition magique de Zèbre pour se dire, voilà, si j'en suis là aujourd'hui, il y a peut-être bien une raison. Et soit c'est pas fait pour moi, soit il faut que je retravaille dessus. Mais là, c'est vraiment un feeling. Chacun doit avoir ça pour lui. Pour un haut potentiel, finalement, sur quels critères doit-on s'appuyer pour choisir sa nouvelle voie ou pour construire une nouvelle activité? J'ai monté une activité qui avait déjà une orientation aider les gens. Et après, j'ai découvert mes rayures et je suis devenue coach et praticienne mindfulness. Euh, on va dire qu'il y a un fil conducteur, un fil rouge dans tout ça, c'est être utile, aider les gens. Ça, pour moi, c'est le truc qui me fait lever le matin, c'est le sens. Si je fais un boulot, je vois pas l'intérêt, enfin, je vois pas l'intérêt, je me lèverai pas. Donc, moi, le sens et le sens premier, c'était aider les autres. Ce que j'ai fait en tant que directrice d'une fondation aussi contre l'épilepsie. Enfin, voilà. Là, il y avait du sens. Je savais pourquoi je faisais les choses. En coaching, je sais pourquoi. Parce que là, je vais rencontrer telle personne qui peut-être qui a besoin d'un coup de pouce à un moment pour réfléchir, pour avancer et peut-être pour atteindre ses objectifs au lieu de tourner en rond dans ses pensées. Et voilà, j'ai comment dire, ce sens-là qui est très important. Il y a une autre chose aussi, c'est un besoin d'indépendance. Je sais que je vis très mal la hiérarchie classique en entreprise. Et moi, ça me va très bien de travailler dans mon coin. Alors, pas forcément dans mon coin, parce que je fais partie d'un comité aussi qui s'appelle Enjoy, où on est 5 professionnels de différents domaines, marche nordique, sophrologie, Doin, méditation de pleine conscience et réflexologie. Et on s'adresse à différents types de personnes. On a fait des actions là récemment pour les aidants, destinées aux aidants. Bref, je vais faire ma parenthèse. Ça aussi, c'est une bonne caractéristique de Zèbre. Donc, je vais faire ma parenthèse. Oui, c'est pas le fait d'être seul, c'est le fait de ne pas avoir un niveau hiérarchique au-dessus qui va me dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu'il y a le côté autonome aussi, où, comme tout bon Zèbre, j'aime bien on me met un cadre, voilà, et tu fais ça, voilà le cadre, et tu te débrouilles là-dedans. Et ça me va très bien.
Si on commence à vouloir me tenir la gomme, à expliquer comment il faut que je fasse ça, et que tous les jours on arrive avec une liste de choses à faire, moi, je ne supporte pas. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'envie d'aider les autres, ce sens-là dont j'ai besoin, d'avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. Puis le besoin d'apprendre en permanence aussi. Le côté créativité, le côté lire sans arrêt des livres, des articles. En plus, dans ce métier, ça regroupait, je pouvais m'appuyer sur tout ce que j'avais fait dans mon parcours avant, aussi bien les neurosciences que ce côté, comment dire, résolution de problèmes. Trouver un peu tout, je pouvais tout potentialiser finalement dans ce job-là. C'était pas évident au départ. Quand on voyait mon parcours, ça partait un peu dans tous les sens, même beaucoup. Le fil rouge, même moi, je ne le voyais pas. Et c'est avec le temps que je l'ai vu se dessiner. Et quand justement j'ai creusé du côté de mes valeurs, de ce qui était important pour moi, c'est extrêmement important, ce fil rouge, dans tout ce que j'ai pu faire avant. Une grande question qui revient souvent, comment canaliser ses idées quand on en a 10 000 à la minute et qu'on est en train de construire un projet de reconversion? Et surtout, comment passer à l'action? C'est un problème pour les HP. Moi, il y a des outils que j'utilise pour canaliser ma pensée. Il y a déjà d'avoir un carnet à idées, une boîte à idées quelque part, quelque chose où on note, parce qu'on arrive à avoir une charge mentale super élevée à force de garder dans sa tête plein d'idées, plein de projets, plein de tout ça. Autant les poser, on les met dans son cahier, voilà, c'est pas perdu, on sait qu'ils sont là, on les reprendra en temps voulu. Bon, ça, c'est une première chose. Après, j'utilise beaucoup de maps heuristiques, hein, le mind mapping, pour mettre toutes mes idées, parce que ça me permet justement de partir en arborescence sur les sujets que je veux aborder. Si on a 10 projets, de faire une map avec ces 10 projets, de faire une map par projet, ça permet déjà de faire le tri de toutes ces idées qui foisonnent et de les garder sous le coude aussi et de les développer. Après, vaincre la procrastination, c'est pas toujours facile. Surtout, j'ai envie de dire, il faut contrairement à ce que font les zèbres en général, il faut essayer de voir petit. Si tu vois la montagne à gravir et que tu te dis, ah, mon objectif, c'est d'aller là-haut, vu d'en bas, ça paraît presque irréalisable et en fin de compte, tu veux faire tellement bien que ça ne sera jamais le moment d'y aller. Il y a ce côté perfectionniste des zèbres, on veut faire tellement bien que c'est jamais assez bien que du coup, on n'y va pas. Donc, c'est vraiment découper ces objectifs en petits pas. Alors, on parle d'objectifs SMART, de trucs comme ça, mais moi, je dis aux personnes, le plus petit pas que vous pourriez faire pour commencer demain ou aujourd'hui, tout à l'heure, c'est quoi? Vous voulez créer votre entreprise? OK. Oui, vous pouvez faire un business plan, vous pouvez faire plein de choses. Mais peut-être qu'en 5-10 minutes, vous allez pouvoir écrire tout simplement vers quoi vous voulez aller. Votre objectif en 5 mots, par exemple. Qu'est-ce qu'elle sera, votre définition de votre entreprise en 5 mots? Ça, c'est déjà un tout petit pas, mais c'est une première mise en marche, c'est une première avancée. Et comme me disait quelqu'un qui m'accompagne un peu dans la rédaction d'un bouquin, il vaut mieux passer 15 minutes par jour sur ton livre que essayer d'en faire 3 jours d'affilée tous les 6 mois. Quoi. Et j'aime bien cet esprit-là. Et c'est vraiment chercher à faire des petits pas. Si dans la même journée, on peut en faire 2, ben, très bien. Et se féliciter toujours derrière pour bien ancrer le processus. Voilà, je suis peut-être sortie de ma zone de confort. J'ai fait ce truc-là que je repousse depuis un certain temps. Je suis passée à l'action, je me félicite. Et comme ça ancre dans mon processus cérébral. Voilà, tu as fait quelque chose, ça t'a apporté de la joie au final. Donc, la prochaine fois, ça sera encore plus facile. Aurais-tu des conseils à nous donner par rapport à la gestion de ce challenge de reconversion quand on est au potentiel? Si tu fais bien le bilan avant de ce qui te correspond, si tu trouves que finalement, tu ne peux plus rester où tu es, tu dois changer, il faut le prendre de manière positive parce qu'il ne faut pas le faire. Si tu le fais avec trop de regrets, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon sens. Après, oui, ça fait peur. Mais donc, il y a aussi la possibilité de développer. Si, par exemple, tu es enseignant, par exemple, tu peux essayer de développer ton activité autre, une activité indépendante, par exemple, petit à petit. Pas obligé de commencer tout l'un ou tout l'autre pour voir monter les choses. Si ça fonctionne, tester l'idée. Il y a plein de structures qui peuvent héberger pour ça. Et voilà, tu n'es pas obligé de tout lâcher.
tu peux déjà tester et voir si ça te correspond aussi. Vraiment, la pratique de la mindfulness, moi, m'a énormément aidé justement à canaliser mes pensées et à être présente à ce que je suis en train de faire et pas toujours dans des ruminations du passé ou des réflexions sur l'avenir qui de toute façon ne servent à rien parce que c'est complètement incertain. Donc moi, ça m'a énormément aidé, ça m'a sauvé la peau. Donc j'ai voulu, toujours avec l'envie de transmettre, devenir praticienne. Alors praticienne, voilà, pour partager ça avec les gens parce que moi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Comment tu te récompenses, Moni? Un petit moment avec un bon thé. Il faut juste quelque chose. Alors, il faut éviter de tomber dans le carré de chocolat parce qu'à la fin de la journée, ça fait beaucoup de carrés de chocolat.